Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et dans l'émission du jour, on parle de ce que l'on appelle le grand transfert de richesse. La 9e édition du rapport Art and Finance de Deloitte a été publiée. Il parle de 100 milliards de dollars d'art et de collectibles qui devraient changer chaque année de main pour ces 10 prochaines années. Quelles sont les conséquences pour le marché de l'art? Comment les conseillers en gestion de patrimoine peuvent se saisir de ces éléments? On en parle tout de suite avec Adriano Piscinati di Torcello qui est directeur Global Art and Finance, coordinateur chez Deloitte. C'est parti pour Art et Marché. Je suis ravie d'être en visio avec Adriano Piscinati di Torcello, qui est directeur Global Art and Finance Coordinator au sein de Deloitte, pour parler de la 9e édition du rapport Deloitte sur l'art et la finance, qui est publié tous les 2 ans. Et cette année, il met particulièrement l'accent sur le grand transfert de richesse. Alors voilà, c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus dans le monde de l'art. Merci beaucoup Adriano d'être avec nous pour en parler. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce phénomène dont on entend de plus en plus parler? Tout d'abord, bonjour Sybille et merci beaucoup de m'avoir une fois de plus sur ton émission. Quand on parle de transfert de richesse ou de grand transfert de richesse, c'est parce qu'en fait, on assiste pour l'instant à un transfert historique en termes de passation de richesse entre la Silent Generation, les baby boomers, vers cette génération qu'on appelle Gen X, Millennial et Gen Z. Et bien sûr, dans cette composante patrimoniale, il y a également une partie de ce patrimoine qui est dédiée à de l'art et des collections. Et nous avons estimé dans notre rapport Art et Finance que nous avons présenté le 4 novembre lors de notre 9e édition, lors la 9e publication du rapport Art et Finance et durant la 17e édition du rapport Art et Finance, 17e édition pardon, de notre conférence Art et Finance, qu'il y avait environ plus ou moins 1 trillion de patrimoine détenu uniquement par les ultra high net worth individuals, qu'elle était transférée sur ces 10 prochaines années. Donc ça fait plus ou moins 100 milliards de patrimoine art et collection qui allait être transféré par année, ce qui représente effectivement un certain nombre d'opportunités, de challenges, parce qu'effectivement, ces collections vont être soit héritées, soit vendues, et donc ça va entraîner un certain nombre de nécessités au niveau d'expertise, en termes de structuration patrimoniale, de gouvernance, de solutions de liquidité, mais également des questions au niveau philanthropique. Donc ça représente une opportunité et également un challenge pour gérer de façon adéquate ce transfert entre les anciennes générations vers ces plus récentes générations. Et pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment maintenant? Est-ce que ces chiffres dont vous nous parlez, ce sont des chiffres qui sont vraiment exponentiels par rapport à il y a 10, 20 ans? Alors, c'est tout simplement l'effet de vieillesse d'une certaine catégorie de la population qui fait qu'aujourd'hui, tous ces baby boomers et la silent generation sont en train de quitter notre belle planète. Et donc, ils ont accumulé durant leur période de vie une fortune considérable. Et c'est pour ça que ça représente un transfert historique en termes de patrimoine. Donc, on n'a jamais transféré autant de patrimoine d'une génération à l'autre actuellement et dans les années qui vont suivre durant les 20 prochaines années. Et là, en ce moment, on parle, en tout cas depuis les 5-10 dernières années, on parle d'un marché marché de l'art autour de 60 milliards de dollars. Est-ce que ça, c'est donc voué à s'étendre, vu que forcément, en plus, on parle beaucoup de high net worth qui deviennent de plus en plus, une catégorie de population qui devient de plus en plus large. Est-ce que ces 60 milliards sont voués donc à se développer? Est-ce que le marché de l'art va devenir un marché de plus en plus large? Là, vraiment, c'est une excellente question. C'est un peu. Donc, j'ai pas de boule de cristal. Donc, ce que l'on voit, nous, depuis une quinzaine d'années, c'est que ce marché de l'art est plus ou moins stable. On a vu que ces 3 dernières années, il y a eu une diminution du marché de l'art global, en rebond le dernier trimestre de l'année passée. Mais on plafonne. Donc pour l'instant, on plafonne depuis un certain nombre d'années. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui poussent pour
un accroissement de ce marché. Il y a de plus en plus de personnes fortunées qui ont de plus en plus de patrimoine. On voit également qu'il y a une demande élargie provenant de nouveaux pays. On voit tout ce qui se développe au niveau du Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique latine. On voit également qu'il y a une démocratisation via le digital, tout ce qui est développement online. On voit également qu'il y a un marché qu'on appelle le mid-market qui est entre 50K, 50 000 et 1 million qui pourrait grandir de façon plus importante parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il est relativement stable. Ce qu'on voit, c'est que le marché aujourd'hui de l'art est principalement, on va dire, drivé par les top sales qui ont été en diminution importante ces récentes années. On voit un marché, le low-end, qui est lui en évolution croissante, mais on parle de petits prix. On voit également une augmentation de tout ce qui est intérêt, on va dire, qui dépasse l'art traditionnel, hein, tout ce qu'on appelle les collectibles et luxury assets. Donc, en principe, on pourrait se dire, oui, effectivement, ça devrait augmenter le marché de l'art. Maintenant, quand on constate l'évolution des chiffres, c'est stable. Et donc là, on a... Quels seraient les écueils du coup ? Voilà, et donc on a une question dans notre dernier rapport à Refinance. Donc d'une part, est-ce que ce marché doit croître ou pas ? On peut se poser la question, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les industries créatives, les industries visuelles, et dont les industries visuelles font partie, sont de plus en plus mises en avant, donc on reconnaît leur importance, surtout après la période Covid. On a marqué un intérêt pour leur contribution en termes de socio-economic recovery development. Donc, on devrait supporter plus ces industries culturelles et créatives et également l'industrie de l'art visuel. Mais bon, pour l'instant, c'est stable et donc on peut se poser la question, pourquoi ? Donc, si jamais ça devrait croître, ce serait bénéfique pour un certain nombre d'acteurs effectivement de ce marché, en premier lieu les artistes. Et donc, une des questions, c'est toute cette nouvelle génération qui rentre, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour devenir éventuellement une nouvelle génération de collectionneurs. Donc on parle de formation, d'éducation, développer leur fameux connoisseurship. Mais une autre question également qu'on se pose et que l'on voit beaucoup, et notamment au niveau de la nouvelle génération, c'est ce besoin de modernisation. Et donc vraiment, il y a un appel à plus de transparence, en termes de prix. Quand on achète aujourd'hui une œuvre d'art par rapport à un objet de luxe, c'est étonnamment, et encore une fois, c'est tout un débat, vous achetez du luxe, normalement, tout est traçable, vous avez ça devient avec des identifiants spécifiques pour justement éviter les faux et pour éviter les copies. Dans le domaine de l'art, on est sur une due diligence qui est complète, aussi bien sur l'œuvre d'art que sur la documentation, et qui est encore plus accrue aujourd'hui avec le développement technologique, parce que l'AI permet également de faire des faux. Donc, on a cette question en termes de transparence, de professionnalisme, de modernisation du marché de l'art qui également qui se pose. Et donc, on peut se poser la question, si on veut effectivement que ce marché croît, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de passer par cette phase de modernisation, alors qu'on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui poussent pour cette croissance. Et modernisation aussi, j'imagine, au niveau de l'accompagnement patrimonial, parce que c'est ça, toute la gestion patrimoniale peut être mieux accompagnée et plus adaptée à la nouvelle génération qui a d'autres attentes en termes d'investissements patrimoniaux et artistiques. Alors tout à fait, ça c'est vraiment aussi un point qui est assez intéressant et c'est ce qu'on a également essayé de développer, de faire un focus dans notre dernier rapport à Refinance, c'est vraiment de faire un focus sur cette nouvelle génération et leurs attentes. D'abord, je crois que ce qui est important peut-être de rappeler, c'est que cette nouvelle génération qu'on appelle les millennials et les Gen Z, donc c'est les personnes qui ont entre 35 et 45 ans pour les millennials, c'est entre 15 et 30 ans pour la Gen Z. Sont tous des gens qui ont vécu dans le digital. C'est des gens qui aujourd'hui représentent entre 25 et 30% des acheteurs au niveau de l'art et des collectibles. Et bien sûr, c'est de nature à naturellement être en croissance. Ils arrivent également avec des goûts et des références qui sont différentes et des préférences qui sont différentes des anciennes générations. Ils ont un focus effectivement sur tout ce qui est femmes artistes, artistes de couleur, art contemporain et ainsi de suite. Mais ils ont vraiment aussi un besoin d'être guidés, d'être rassurés. Et donc, ce que nous, on voit au niveau des réponses de notre rapport à Art and Finance, c'est qu'ils recherchent une offre de service qui est un one-stop shop, si je peux dire, où non seulement ils sont guidés dans la partie Art Advisory, mais également ils attendent que
conseillers wealth management peuvent les aider dans tout ce qui est recherche d'informations, analyse du marché, mais également avec des services qui sont beaucoup plus pragmatiques comme la valorisation. 96% des NextGen que nous avons interviewés recherchent des services de valorisation. C'est très pertinent pour eux. Et donc, ce que on voit, c'est également par rapport au secteur du wealth management, c'est tout ce développement au sein d'un département ultra high net worth individuals, des services autour des next-gen, où on va leur procurer un certain nombre d'accompagnements sur des sujets riches et variés, financiers, crypto et autres, mais également sur tout ce qui est art and collectibles, sachant qu'également ils vont hériter, donc on parlait de ces fameux 100 milliards donc de art and collectibles, ils ont des goûts différents. Ils ont des intérêts qui sont différents. Donc, que faire en fait de ces 100 milliards? Bon, pour certains, ils vont les garder, d'autres vont les vendre. Certains, ils vont se dire, c'est peut-être pas le moment de vendre, comment est-ce que je peux monétiser? Donc, besoin éventuellement de services de monétisation, comme le Art Secure Lending. Donc, ça crée effectivement un besoin, un appel d'air pour eux d'une offre, on va dire, pluridisciplinaire qui touche d'une part à l'accompagnement, pour les aider à rentrer dans ce marché, à se développer dans le marché, parce qu'ils considèrent que leur conseiller ou wealth manager est un peu la trusted person par rapport à cette entrée dans le marché, mais également des services très pragmatiques de wealth management en termes de philanthropie, par exemple, si jamais la collection qu'ils vont recevoir ne les intéresse pas, en matière de lending s'ils veulent monétiser, en matière de art advisory, de valorisation, d'information. Donc il y a vraiment la possibilité pour un wealth manager d'accompagner cette next-gen avec une panoplie de services qui est différente quelque part de la génération ancienne, étant donné que la génération ancienne va peut-être plus intéresser à des services de transmission, de donation, de cession, alors que la nouvelle génération est plutôt en phase d'acquisition, de recevoir ces collections. Et donc, on est à un autre stade du life cycle de la collection. Oui, parce que il nous reste 1 minute, mais comment est-ce que se comporte cette nouvelle génération next-gen face à juste le fait de collectionner? Qu'est-ce qui change? Comment est-ce qu'ils voient l'acte de collectionner pour eux? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont un peu une double approche. Ils ont vraiment ce côté passion, mais également ce côté gestion patrimoniale. Ils ne sont pas spécialement sur l'investissement, mais ce qu'ils souhaitent, c'est que d'abord, que ce qu'ils achètent reflète leur passion, leur intérêt vis-à-vis de la société et ainsi de suite. Mais ils considèrent également qu'il y a une valeur une valeur financière attachée à leur patrimoine et qu'elle doit être intégrée dans leur gestion patrimoniale globale. Donc pour eux, il y a vraiment ces deux facettes, gestion passion, gestion émotionnelle, plus stratégie patrimoniale autour de leur collection. Merci beaucoup Adriano Piscinati, éditeur chez Hello. Je rappelle que vous êtes directeur Global Art and Finance coordinateur au sein de Deloitte et donc vous nous avez présenté cette 9e édition du rapport Art and Finance de chez Deloitte que vous présentez tous les 2 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.